bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler à propos des météorites et de pourquoi on les étudie. Et pour ceux qui se demandent pourquoi diable on étudie les météorites, on va vous la donner tout de suite. Ce sont des sondes de l'espace et ce sont des sondes du temps. Voilà, Bruno, c'est bon, tu peux y aller. Pour les autres, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par parler un petit peu de ce qui se passe quand une météorite arrive sur la Terre. On va parler d'où viennent ces objets et de ce que ces objets nous apprennent. On va voir qu'il y a deux catégories principales qui nous apportent des renseignements assez différents sur le système solaire. Et après, on va parler brièvement d'un programme de recherche de météorites sur le terrain. Alors d'abord, la chute. L'événement de l'arrivée d'une météorite, c'est quand c'est vraiment une météorite, quand c'est un objet un petit peu gros, c'est toujours un événement spectaculaire et les gens qui y ont assisté s'en rappellent. Il se trouve qu'en février 2013, il y a eu une chute importante qui s'est passée en Russie et que, comme en Russie, la plupart des gens, pour des raisons d'assurance, ont des caméras dans leur voiture, cette arrivée spectaculaire a été filmée par des dizaines de caméras. Donc on a des dizaines de vidéos de la chute de cet objet. Je vais commencer par vous en montrer une et puis on va en parler un petit peu de ce qui se passe. Alors voilà, on entend le son. On est dans une voiture, c'est la radio. Vous voyez cet objet qui brille, qui apparaît dans le ciel, qui donne l'impression... Et ça sature tellement la caméra que tout devient sombre parce que la caméra essaye de rattraper et on voit qu'elle a explosé ici. En fait. C'est une autre vidéo, il y en a des dizaines, je ne vais pas vous en placer. Vous voyez l'éclairement qui est lié à l'arrivée de cet objet-là. On voit la boule qui arrive et on voit qu'ici elle a explosé une fois. Voilà, des vidéos comme ça, il y en a des dizaines, elles sont sur le net. Et on voit aussi la traînée de poussière qui reste à l'arrière de l'objet et de condensation. On regarde encore celle-là, puis après je vais y passer, c'est pas la peine d'en montrer 50. Celle-là, elle arrive droit sur vous, c'est quand même assez impressionnant. C'est tellement lumineux, on voit ici l'endroit où elle a explosé, c'est tellement lumineux que ça donne l'impression d'être aussi lumineux que le soleil en plein jour. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Une météorite, pour tomber sur la Terre, nécessairement, il faut qu'elle traverse l'atmosphère. Or, vous avez un objet qui arrive avec une vitesse qui est sa vitesse cosmique, donc de l'ordre d'entre 10 et 20 km par seconde. Donc, si on le traduit en km/h, c'est de l'ordre de 50 000 km/h. Donc, un objet extrêmement rapide. Et cet objet, quand il vient du vide, littéralement, quand il heurte l'atmosphère, tout d'un coup, il se trouve dans un milieu de plus en plus dense. Il va brutalement comprimer l'air. Et de l'air qui est comprimé très rapidement va s'échauffer brutalement et va s'ioniser et va se transformer en plasma. Et ce plasma va entourer l'objet. Il va être même plus chaud que la surface du Soleil parce qu'il est porté à 20 000 Kelvin. Et c'est pour ça qu'il est aussi lumineux. L'objet lui-même est comprimé et donc il va avoir tendance à exploser lui aussi. Et il va s'abraser en surface avec ce plasma et donc il va tomber sous forme de plusieurs pierres qui chacune va avoir été essoufflée en surface et c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante. Voilà. Donc on voit des pierres qui ont un aspect tout à fait caractéristique. Pour ceux qui ont suivi les ateliers qui ont eu lieu ces jours-ci, vous avez des pierres avec des faces très souvent, très planes, parce qu'en fait elles ont été vraiment abrasées, elles ont été chauffées, donc il y a une fine pellicule qui a été fondue en surface. Les météorites, quand elles arrivent, elles sont à la température interplanétaire, c'est de l'ordre de moins 100 degrés. La traversée de l'atmosphère dure quelques dizaines de secondes. Il n'y a pas le temps que la chaleur pénètre à l'intérieur de l'objet. Donc c'est juste une fine pellicule en surface qui va être fondue. Et puis quand l'objet est cassé, à l'intérieur est souvent très différent, généralement plus clair, pas toujours. Donc vous avez ces objets avec des formes d'objets cassés, des surfaces planes, des angles extrêmement marqués et en même temps les arêtes sont émoussées. Ça c'est complètement caractéristique de ce type d'objet. Donc la météorite de Tcheliabinsk est passée très brutalement, elle a explosé, les gens l'ont vu passer, ils ont vu ce qui restait derrière, cette traînée donc de poussière et de condensation, et ils étaient tous à leur fenêtre ou dehors en train de regarder ça complètement scotchés par ce spectacle vraiment inhabituel. Et je vous ai dit que la météorite, elle avait explosé. La météorite elle-même, elle se propageait, donc toujours avec sa vitesse cosmique, un peu ralentie, mais toujours très rapide, toujours une vitesse de l'ordre de la quinzaine de kilomètres par seconde.
L'explosion, c'est comme un son, ça se propage à la vitesse du son. Donc l'explosion, il y a eu plusieurs explosions, mais surtout il y en a une plus intense que les autres. Elle se propage à la vitesse du son, soit 300 mètres par seconde. Donc elle arrive une minute après l'événement. Et quand vous avez une énorme explosion, une énorme quantité d'énergie qui est libérée dans l'atmosphère, et ben l'explosion, elle arrive, elle a fait exploser la moitié des fenêtres de la ville de Tcheliabinsk. Les gens qui étaient à leur fenêtre, ben, ils ont pris la fenêtre dans la figure. Il y a eu à peu près 1000 blessés, plus de 1000 blessés avec la chute de Tcheliabinsk, la plupart par des éclats de verre. Il y a quand même eu une personne au moins qui a été jetée par terre dans un escalier, qui a eu la colonne vertébrale cassée, et je sais qu'il y a eu un autre blessé grave. C'est la première fois qu'un événement aussi spectaculaire, il y a des chutes bien sûr bien plus importantes, mais c'est la première fois que ça se produisait tout près d'une zone habitée. Alors je vous montre quelques photos de ce que ça donne. Là c'est le théâtre de la ville de Tcheliabinsk avec tous les éclats de verre. Je trouve que c'est assez spectaculaire. Et maintenant je vais vous montrer deux vidéos que personnellement je trouve assez, je vais dire renversantes, surtout pour la deuxième. Donc on va voir exactement la même chose, hein, sauf que là ça se passe, la caméra est à l'intérieur, dans un lieu habité. Alors la première, on va voir des gens, on va voir l'éclairement qui est lié à l'arrivée de l'objet. Après la vidéo a été coupée, parce que normalement il devrait y avoir une petite minute, ça a été coupé, et puis on reprend quand la onde de choc arrive. Voilà, donc vous voyez l'éclairement lié à l'arrivée de l'objet. Voilà, ça devient sombre, la caméra essaye de rattraper. Voilà une personne qui arrive, et voilà l'onde de choc qui arrive. Voilà, donc on ne sait pas très bien jusqu'à quel point elle a eu peur, elle s'est jetée par terre ou elle a été jetée par terre sur le souffle, c'est probablement une combinaison des deux. Donc ça décrit exactement ce qui s'est passé, ce que je vous ai raconté, parce que de toute façon ça se passe toujours comme ça nécessairement. La deuxième, on est à l'intérieur d'une usine, les gens s'apprêtent à sortir de l'usine quand l'explosion arrive. Je trouve que c'est une vidéo qui est assez saisissante. Il n'y a plus que les bouteilles qui tombent. Je vous rassure, j'ai posé la question, parce que ça a été montré dans un congrès l'année dernière. Je dis, mais il y a eu des blessés? Non, il n'y a pas eu de blessés dans cet événement-là. C'est vrai que la porte, elle est quand même assez légère. Enfin, c'est légère. On voit bien que ce n'est pas du bâtiment en ultra dur. J'aurais quand même préféré pas être là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une quantité importante d'énergie qui a été libérée. Alors ici, on a un diagramme qui montre le nombre de fois où se produit la chute d'une grosse météorite. Donc ça, c'est la fréquence en fonction de la taille des objets. La taille, on peut l'exprimer en mètres, mais on peut aussi l'exprimer en énergie libérée au moment de l'explosion ou en énergie cinétique en fait apportée par l'objet. Et donc là, c'est gradué en mégatonnes, en équivalent de mégatonnes de TNT. Et puis c'est une échelle où on va de 10 en 10 pour pouvoir partir de 10-3, donc de 0,001 jusqu'à 1 milliard. Et puis ici, de une année jusqu'à 100 millions d'années. C'est une manière de comprimer les diagrammes pour qu'on puisse regarder sur une très grande échelle. Voilà. Et donc, on voit ici par référence la taille de l'explosion de la bombe d'Hiroshima, qui fait 0,01 mégatonnes de TNT. Bon, évidemment, ce qui a fait le danger à Hiroshima, c'est la radioactivité qui était associée. Dans le cas de la météorite, il n'y a pas de radioactivité. Néanmoins, l'intensité de l'explosion, ça donne quand même une idée. Et ça, c'est l'intensité du bolide de Tcheliabinsk, qui est à peu près 10 fois plus intense qu'une bombe d'Hiroshima. Ce genre d'événement se produit sur la Terre à peu près tous les 10 ans, si on en juge par cette courbe. Des objets plus gros, plus un objet est gros, plus c'est très facile, si vous multipliez la taille ou le diamètre d'un objet par 2, vous multipliez son volume par 2 au cube, donc par 8, pratiquement par un facteur 10. Il y a eu deux événements. Ici, on estime la taille du bolide de Tcheliabinsk à peu près 17 mètres de diamètre. Il y a eu deux événements avec des objets qui étaient à peu près un peu plus de 2 fois plus gros que le bolide de Tcheliabinsk. Et vous voyez tout de suite, on a des événements qui sont extrêmement intenses. Alors ce genre d'événement comme la Tunguska qui s'est produit aussi en Russie en 1908 ou comme le météore cratère aux États-Unis qui est le premier cratère d'impact météoritique reconnu, ça se produit schématiquement tous les milliers à 10 milliers d'années, tous les 1000 ans ou les 10 000 ans. Et puis après il y a des objets de plus en plus gros, Dieu merci, ça se passe relativement récemment. On reviendra après sur l'impact qui serait à l'origine de la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire qui s'est produit il y a
65 millions d'années. On va revenir un petit peu sur l'événement de la Tunguska. En fait, c'était vraiment ce qui s'est passé, c'était très similaire, sinon que l'objet était plus gros. Il était 2 à 3 fois plus gros que celui de Tcheliabinsk. Comme il était plus massif, il a été moins ralenti, il est allé plus profondément dans l'atmosphère et il a explosé. Quand les gens sont allés sur place seulement 21 ans après l'événement, c'est vraiment dans un endroit complètement inaccessible. Ils ont trouvé qu'à partir d'un épicentre, les arbres étaient couchés de manière radiale autour d'un point. On a ici une carte qui représente l'intensité de l'événement de la Tunguska. En rouge au centre, c'est un rayon de 20 km, c'est la zone sur laquelle les objets ont été, la forêt a été détruite. En orange, des dégâts très forts dans un rayon de 100 km. Dans la ville de Vanavara, qui est à 60-70 km de l'épicentre, les gens aussi disent qu'ils ont été jetés par terre. Et puis en bleu, c'est la zone sur laquelle le son de l'explosion a été entendu jusqu'à 1500 km de diamètre. Tcheliabinsk, ce n'était pas un très très gros événement. La Tunguska, ça s'est produit sur une région inhabitée, mais en réalité, vous savez que la Terre tourne, hein, c'est un secret pour personne, surtout ici. Si l'événement de la Tunguska, si le bolide était arrivé quelques heures après, la Terre aurait tourné. 3 heures après, c'est Saint-Pétersbourg qui était juste sous l'épicentre. On comprend bien que là, il s'agissait d'un événement ultra violent, et que là, ça aurait été quand même une catastrophe absolument fantastique. Voilà. Donc ça, c'est pour les chutes des objets de taille, disons, métrique, quelques dizaines de mètres. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué brièvement le mot de cratère. Quand un objet est très solide ou très massif, il va à peine voir l'atmosphère, et à ce moment-là, il va pas exploser, ou dans la plupart des cas, il peut ne pas exploser dans l'atmosphère, et s'il n'explose pas dans l'atmosphère, il va libérer son énergie en arrivant au sol. Il va exploser en arrivant au sol, et il va engendrer ce qu'on appelle un cratère d'impact. Ici, on a le cratère d'impact donc, du météore cratère aux États-Unis. Il fait 1,2 km de diamètre. On estime que la taille du bolide qui l'a engendré, c'était à peu près 2 à 3 fois la taille du bolide de la Tunguska, soit environ 50 mètres de diamètre. C'est important de bien comprendre cette notion. Ce n'est pas le trou fait par l'objet, c'est le trou fait par l'énergie apportée par l'objet. C'est pour cette raison, c'est comme l'explosion d'une bombe thermonucléaire, c'est pour cette raison qu'un cratère est toujours circulaire, quel que soit l'angle d'arrivée de l'objet, parce que ce qui compte, c'est que c'est une explosion qui se produit localement. Et la taille du météore, de la météorite à l'origine de ça, était probablement de l'ordre de donc 40 mètres. Ça fait à peu près cette taille-là par rapport au cratère qui, lui, fait 1,2 km de diamètre. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais en fait, ces impacts, le fait que des objets entrent en collision les uns avec les autres, c'est tout simplement la fin de la construction des planètes et du système solaire, le nettoyage du système solaire, et c'est un processus qui, merci pour nous, est quand même plus rare maintenant, mais qui reste probable. Le plus gros cratère, ou un des plus gros cratères connus, on est ici à l'intérieur du cratère. C'est une photo qui a été faite par Pierre Thomas, que je trouve absolument spectaculaire. Je vous ai montré la cavité, parce que sur les bords, dans la cavité, il y a des roches qui sont fondues. Et sur les bords du cratère, ces roches fondues sont littéralement injectées entre les roches qui sont sur la bordure du cratère, et ça fait ces espèces de roches qu'on va appeler des brèches d'impact. Celle-ci est absolument spectaculaire. Vous avez l'échelle, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc toute la bordure du cratère est comme ça, et ça fait ces roches spectaculaires qu'on trouve donc au voisinage des cratères sur Terre. Pour info, il y en a un pas très très loin d'ici, dans un endroit qui a un nom remarquable de Rochechouart, et ce n'est pas évidemment parce qu'on se souvient, parce que ce cratère est extrêmement ancien, il date d'avant l'arrivée de l'être humain, mais il se trouve que cet endroit s'appelle Rochechouart. Donc en France, on a un cratère qui est connu. Ce genre d'impact, ça se fait évidemment donc sur Terre, ça se fait bien entendu aussi dans les objets du système solaire, et c'est là ce qu'on voit, c'est une roche qui est formée de l'agrégation de fragments de roches qui ont été cassés, reconcassés, agrégés les uns avec les autres. On voit des bouts blancs à l'intérieur d'une espèce de matrice grisâtre qui est fine. Ça, c'est le résultat des impacts qui se font, on appelle ça en anglais gardening ou jardinage. C'est les impacts successifs qui se font à la surface des astéroïdes.
qui engendrent ce genre de choses. C'est ces impacts aussi qui font l'aspect caractéristique du sol lunaire, ce qu'on appelle le régolithe. En fait, si vous vous souvenez des images des astronautes en train de marcher dans une espèce de poudreuse, ce sont ces impacts successifs de toutes les tailles, puisque sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, même les objets très petits atteignent la surface de la Lune. Et c'est cette espèce de jardinage constant qui fabrique ces objets qui après se consolident. Ici, en plus, on a un objet d'une nature différente, c'est-à-dire une météorite grosse qui est rentrée, qui s'est figée dans l'objet, donc on a cette espèce de mélange. Alors, une vue d'artiste de ce que ça ressemble, une collision dans le système solaire. Voilà, deux objets qui entrent en collision. Ils sont déjà eux-mêmes truffés de cratères et on voit qu'il va y avoir des bouts qui vont partir dans toutes les directions. Donc, on comprend comment ces objets peuvent aller après impacter d'autres objets. On sait bien que c'est un phénomène qui a été extrêmement fréquent. Il suffit de regarder la surface de la Lune. C'est ce que je vous disais, sur la Lune, tous les objets arrivent, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, et on voit que la surface de la Lune est littéralement criblée de cratères, avec néanmoins des différences entre des zones où les cratères sont extrêmement nombreux, et ces zones qu'on appelle les mers lunaires, où les cratères sont beaucoup moins nombreux, on reviendra là-dessus. Et puis, on reçoit à l'heure actuelle des météorites qui viennent de la Lune. C'est tout simplement quand il y a un gros objet qui tombe sur la Lune, il peut y avoir un morceau de la Lune qui va être éjecté, qui va tourner dans le système solaire et qui éventuellement nous arrive sur Terre. De cette manière, on récupère des échantillons de la Lune et on a aussi des échantillons de Mars. Et puis on va y revenir. On a des échantillons de petites planètes qu'on appelle les astéroïdes. Tous ces cratères qu'on voit à la surface de la Lune, ça nous montre bien qu'il y a vraiment beaucoup d'objets qui ne sont pas stabilisés, qui se promènent dans le système solaire et qui sont susceptibles, alors ils ont des orbites évidemment, ils ne se promènent pas au hasard, mais ils sont susceptibles d'entrer en collision entre eux ou avec la Lune ou avec la Terre. Alors ces objets, les plus nombreux d'entre eux, on a des fragments donc, de la Lune et de Mars, mais les plus nombreux d'entre eux, des petits corps qui se promènent dans le système solaire, pour la plupart d'entre eux, entre Mars et Jupiter, et qu'on appelle les astéroïdes. Alors ici, on a une vue de l'astéroïde Ida, qui a été photographiée par une mission. Et puis on a ici un astéroïde beaucoup plus petit, qui fait à peu près 1 km de longueur, qui a été visité par une sonde japonaise, la sonde Hayabusa, il y a 2 ans ou 3 ans, qui en ont ramené un tout petit fragment, et ça nous a permis de confirmer que les météorites qu'on a nous au laboratoire sont bien de même nature que les roches qui forment cet objet-là. Alors une vue en plan du système solaire pour vous montrer comment ça se passe. Donc vous avez ici des trajectoires improbables d'objets, vous avez ici des trajectoires, vous avez ici la Terre donc qui tourne autour du Soleil sur une orbite quasiment circulaire, et puis vous avez ces objets qui ont qui gravitent entre Mars et Jupiter pour cela, et dont certains ont des orbites très elliptiques qui les amènent à plonger vers l'intérieur du système solaire, et à ce moment-là, certains d'entre eux sont susceptibles d'entrer en collision avec la Terre. C'est ça l'origine de la plupart des chutes de météorites qu'on a. Et puis j'attire aussi sur votre attention sur le fait que la Terre, en continuant, va à un moment rentrer dans un endroit qui aura été traversé par une comète sur lequel il y aura des petites poussières, éventuellement des plus gros objets, à l'heure actuelle on ne sait pas, qui elles aussi vont rentrer dans l'atmosphère de la Terre et engendrer ce qu'on appelle les pluies d'étoiles filantes. C'est pour ça que celles-ci se produisent à intervalles réguliers ou à des époques données. C'est simplement que la pénétration de la Terre dans cette région-là revient chaque année à la même époque. Est-ce qu'il y a des fragments plus gros qui sont lâchés par les comètes à des moments ou à des autres? Pour le moment, on ne le sait pas. Ça fait partie des questions auxquelles on aimerait bien répondre avec les observations dont je vais vous parler à la fin de cet exposé. Donc ces impacts ont vraiment marqué l'histoire du système solaire. En fait, c'est la construction des planètes, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion, où vous avez des corps qui étaient tout petits, qui ont grossi de plus en plus par un phénomène comme les phénomènes de boule de neige ou d'avalanche, qui est les plus gros ramassant les objets les plus petits. Petit à petit, c'est comme ça que les planètes ont poussé, ont nettoyé le système solaire. Et pour la Terre, on pense que le dernier gros impact, c'est ce qui est représenté ici, donc évidemment c'est une vue d'artiste, on pense que le dernier gros impact est celui qui a engendré la Lune. Un corps qui était à peu près de la taille de Mars aurait impacté la Terre. Une partie du matériau de ce corps, en particulier l'intérieur qui était plus dense, aurait coulé au centre de la Terre. Le reste se serait mis en orbite autour de la Terre pour former finalement la Lune. Ce serait le dernier épisode important de la création de la Terre. La Terre continue à recevoir des objets plus petits et en particulier de la poussière qu'elle ramasse, mais pratiquement la Terre ne grossit plus depuis cet événement-là.
Donc ça s'est passé au tout début de la formation du système solaire, mais les impacts ont continué à rythmer l'histoire de la Terre, et des impacts peut-être moins importants en taille, puisqu'il ne s'agissait plus de faire grossir la Terre, mais je vous ai parlé tout à l'heure de celui qui était à l'origine de la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, moment où se sont éteints nos amis les dinosaures. Cet impact donc s'est produit il y a 65 millions d'années. On comprend que non seulement les impacts ont rythmé l'histoire de la géologie de la Terre, mais aussi probablement l'histoire de la vie, puisque à l'heure actuelle, il y a une discipline qui étudie au cours des temps géologiques les périodes où il y a eu des impacts qui peuvent avoir joué un rôle important dans les extinctions. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais bien revenir, qui est, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des zones qui sont couvertes de cratères sur la Lune, et il y a des zones qui ont beaucoup moins de cratères, c'est ce qu'on appelle les mers lunaires. Ce sont des endroits où il y a des empanchements basaltiques qui ont rempli des vieux cratères. S'il n'y a pas de cratères sur ces zones-là, c'est parce qu'elles sont restées moins longtemps exposées au flux de météorites en provenance de l'espace, et que ce sont des terrains jeunes. Donc on peut faire de la datation à partir des nombres de cratères, surtout sur la Lune où on est très favorisé, puisqu'on a été sur la Lune, on a rapporté des échantillons et qu'on a daté ces échantillons. On a la même chose sur Mars, évidemment on n'a pas daté les terrains de Mars, puisqu'on n'est pas encore allé là-bas, mais vous voyez qu'on a de la même manière une région nord sur Mars où il y a très très peu de cratères, une élévation qui est peu importante, puisqu'ici il s'agit d'une Terre, il s'agit d'une carte en élévation. On est au nord de Mars, donc une zone qui est à une faible altitude et avec des terrains qui sont très peu cratérisés, donc très jeunes. Et puis au sud de Mars, au contraire, des régions qu'on appelle les Highlands qui sont extrêmement cratérisées. On peut essayer d'adapter les âges qu'on a récoltés sur la Lune pour dater ces terrains sur Mars et pour faire de la stratigraphie en utilisant les nombres de cratères relatifs. Alors ici, c'est un diagramme qui a été fait par Sylvain Boulet. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de cratères par kilomètre carré en fonction du diamètre de ces cratères, et on voit qu'on a des courbes différentes suivant l'âge des terrains. Donc les terrains jeunes sont peu cratérisés, les cratères sont petits, sont peu nombreux pour un diamètre donné. Pour un terrain plus ancien, à un diamètre donné, il y a plus de cratères. Donc on peut faire ce genre de courbe à partir de la Lune et puis essayer de les adapter pour dater les terrains de Mars. Ça, c'est la courbe qui a été faite à partir de la Lune. Donc ici, on a représenté le nombre de cratères dont le diamètre est supérieur à 1 km en fonction de l'âge exprimé en milliards d'années. Et donc, grâce à ça, on peut reconstituer l'histoire des bombardements et de la construction du système solaire. Et on se rend compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus d'impact au début de la formation du système solaire qu'il n'y en a à la fin, ce qui est logique puisque c'est la fin de la construction du système solaire. Mais que ce soit la fin ou que ce soit le début, de toute façon, c'est toujours un seul et même phénomène. Ces impacts sont la fin de l'accrétion et de la formation de la Terre. Voilà, donc ça, on va s'arrêter sur ces aspects de chute et de la construction du système solaire. Et maintenant, on va aborder un peu les météorites elles-mêmes et le style de renseignement qu'on peut tirer de l'étude de ces objets. Donc on va les prendre comme des objets d'investigation scientifique. Et ce qu'on a ici, c'est une vue toujours d'artiste. Alors, j'utilise beaucoup des vues de cet artiste. Il faut dire que lui, il est astronome et peintre. Donc évidemment, ça lui permet de mettre en image des choses, des concepts que nous, on voit seulement en mots. C'est une représentation, ici on se trouve dans ce qu'on appelle le disque protoplanétaire. C'est là où se sont formées les planètes. On a l'étoile jeune qui est au centre. Cette représentation du système solaire souffre de toutes les représentations du système solaire, à savoir c'est beaucoup trop dense, les objets sont beaucoup trop gros. En réalité, c'est vide. Seulement si on veut représenter les objets et les voir et en voir suffisamment, on est obligé de les faire très gros et de les rassembler en fait. Dans la réalité, évidemment, le disque était beaucoup moins dense. Néanmoins, je trouve que cette image vraiment nous explique bien à quoi ressemblait le système solaire en formation. Et on comprend qu'ici, on a donc l'étoile qui s'est formée et qu'ici, on a un nuage de gaz et de poussière. Le gaz, qui est essentiellement de l'hydrogène, va être soufflé. Et les poussières et les objets qui ont poussé ici vont avoir la même composition que le Soleil, moins l'hydrogène et l'hélium. Une chose qu'il faut dire qui est très importante, c'est quand
on parle du Soleil et de la composition du Soleil et de la composition des corps du système solaire, ils sont formés essentiellement, alors le Soleil est formé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, qui sont très anciens, qui ont été formés pour l'essentiel dans le Big Bang. Tous les autres éléments chimiques qui composent ce gaz, et surtout les grains qu'on voit ici dans le disque protoplanétaire, ils ont été formés dans des étoiles, parce qu'on sait que la nucléosynthèse se fait dans les étoiles, mais ces étoiles sont mortes avant la formation du Soleil. Le Soleil lui-même, on va revenir là-dessus tout à l'heure, ne synthétise pour le moment que de l'hélium. Donc si on a du fer, du silicium, du magnésium, etc., tous ces éléments chimiques, c'est que le système solaire en a hérité, qu'ils ont été formés dans des étoiles qui ont disparu avant la formation du Soleil. Et parmi ces grains qu'on trouve ici, en fait, il y en a qui se sont condensés directement au voisinage de ces étoiles anciennes et qu'on va retrouver, on va revenir là-dessus tout à l'heure, qu'on retrouve dans le milieu interstellaire et qui ont été piégés dans ce disque de nuages et de poussière et qu'on va retrouver intacts dans les météorites. Avant de parler de ces grains, je veux revenir sur la météorite d'Orgueil. En plus, cette météorite est tombée donc, dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin d'ici, il y a exactement 150 ans. On a fêté en mai le 150e anniversaire de la chute de cet objet. Cette météorite d'Orgueil, elle a exactement la composition du Soleil, moins les éléments volatiles. C'est-à-dire qu'en gros, si je reviens en arrière, voilà, je reviens encore en arrière, c'est littéralement un de ces objets ici qui, d'un point de vue chimique, je ne parle pas du point de vue minéralogique ou texture, mais d'un point de vue chimique, n'a pratiquement pas évolué. Il a exactement la même composition que le Soleil, bon, c'est ce qui est montré ici. Alors ici, on a un diagramme, c'est toujours une échelle où on va, alors on s'est gradué en unités de 100. Et ici, pareil, c'est la même échelle, hein, c'est un carré, dans des concentrations extrêmement faibles. Et faire l'analyse à la fois dans le Soleil et dans les roches, c'est pas si simple que ça. Il n'y a qu'une seule exception notable à cette règle-là, qui est le lithium. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, hein, il y en a à peu près 100 fois plus en proportion par rapport au silicium dans la météorite qu'il y en a dans le Soleil. En fait, la raison, c'est que le Soleil, dans le cadre de sa nucléosynthèse, détruit son lithium. Donc la météorite, elle a enregistré ce qu'il y avait dans le disque protoplanétaire il y a 4,5 milliards d'années, au moment où le Soleil a été formé, tandis que le Soleil, lui, a détruit son lithium, donc il en a perdu à peu près 99% de son lithium. Donc quelque part, c'est la météorite qui a bon sur la formation, sur le matériau qui a servi à former le Soleil. Voilà. Si on regarde les abondances relatives de ces éléments, on peut tracer ce genre de courbe. Alors ça, c'est vraiment le diagramme le plus compliqué qu'on va voir ici aujourd'hui. Ici, on représente les éléments chimiques en fonction de leur de leur masse atomique, depuis les éléments les plus légers, avec ici l'hydrogène, avec une masse atomique de 1, jusqu'aux éléments uranium, etc., des éléments très très lourds. Et on voit que si on regarde, alors ces abondances, elles ont été mesurées dans le Soleil, mais elles ont surtout été mesurées dans la météorite d'Orgueil. On peut avoir une bien meilleure précision quand on fait les mesures sur un échantillon. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'hydrogène, beaucoup d'hélium. On voit qu'il y a un pic important au niveau du carbone, de l'azote et de l'oxygène. On voit qu'il y a un pic important, que les éléments décroissent en abondance, et puis qu'il y a un pic important à partir du fer. Cette abondance des éléments, qu'on a appelée l'abondance cosmique des éléments ou l'abondance universelle des éléments, on s'est très vite rendu compte que c'était lié vraiment aux propriétés nucléaires de ces différents éléments chimiques. Il y avait par exemple, si on a un pic au niveau du fer, c'est parce que c'est le noyau atomique qui est le plus stable. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de liaison par nucléon qui est la plus faible. Donc c'est pour ça qu'il y a un pic ici. Et cette courbe, quand on a essayé de comprendre comment c'était fabriqué, c'est à partir de là qu'on a pu comprendre que la nucléosynthèse se faisait dans les étoiles. Donc cette découverte repose vraiment essentiellement sur les analyses de la météorite d'Orgueil qui ont été faites. Et la découverte donc de la nucléosynthèse dans les étoiles est des premières étapes, mais ce qui a vraiment initié, c'est la découverte de ces abondances cosmiques dans la météorite d'Orgueil. Après, il a fallu comprendre les premières étapes de cette nucléosynthèse, c'est ce qu'a fait William Fowler. Alors ça date de la fin des années 50, mais ça lui a valu le prix Nobel en 1983. Donc le développement de cette discipline nouvelle, l'astrophysique nucléaire, repose entièrement pas exclusivement, mais repose entre autres sur les données qu'on a obtenues à partir de la météorite d'Orgueil. Alors ça, c'était pour la météorite d'Orgueil. C'est une météorite extrêmement particulière.
on verra tout à l'heure, elle est constituée pratiquement exclusivement de poussières qui sont probablement les poussières du disque. Mais dans les météorites, les plus courantes ne ressemblent pas du tout à ça, et presque les plus courantes, c'est ce type d'objet ici. Alors il n'y a pas l'échelle, je regrette. Cet objet fait à peu près 3 cm de diamètre et on voit qu'il est constitué, alors il a des parties un petit peu différentes. Ici c'est la croûte de fusion qui est blanche, c'est la poudre de sciage en fait quand ça a été scié. Mais on voit que cette roche c'est entre guillemets un sédiment, il faut employer ce mot sédiment avec prudence, mais disons que c'est l'accumulation de petites particules sphériques. Ces particules sphériques, elles ont été découvertes dès qu'on a étudié les premières météorites primitives, donc la fin du 19e siècle. Pardon, la fin du XVIIIe siècle, et on les a appelés des chondres. Chondre, ça veut dire chondrion, petit grain. Et très vite, on s'est dit, si ces objets ont des formes sphériques, c'est probablement que ce sont des liquides qui ont cristallisé en état de microgravité. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Entre ces chondres, dans ces objets primitifs, on a très souvent du métal. Alors là, il s'agit d'un objet qui a été un peu transformé sur son astéroïde parent. Les chondres, on ne les voit plus très bien parce que l'objet a recristallisé. En revanche, tous les petits points blancs que vous voyez là, c'est du métal. Vous savez bien que dans les roches terrestres, normalement, il n'y a pas de fer sous forme métallique. Le fer, il est sous forme FeO associé au silicate. Dans les météorites, très souvent, on a du fer sous forme métallique. C'est une manière de les reconnaître. On va revenir là-dessus. Mais c'est normal qu'il y ait ça. Enfin, c'est lié au fait que ces objets sont formés du matériau qui a servi à former les planètes au départ. Ce fer-là, il est réparti entre les chondres. On peut avoir des textures extrêmement différentes. Ici, il s'agit d'un objet. Alors, cet objet fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc, la taille typique de ces particules sphériques, c'est de l'ordre du demi-centimètre au centimètre. Et là, vous avez des sphères silicatées, des cônes silicatés, et puis aussi des cônes métalliques. Ce genre d'objet, c'est une chute observée il y a quelques années. C'est un vrai mystère. On ne comprend absolument pas comment s'est formé cet objet-là, mais comme la plupart des chondrites, c'est néanmoins très spectaculaire. Alors, c'est un objet très rare. On n'en a que quelques-uns comme ça. Plus couramment, les objets ont cette texture chondritique que je vous montrais tout à l'heure et les grains de métal sont plutôt répartis entre les objets. Je vous montre ici quelques photos en lumière transmise de ces chondrites. Donc vous voyez ici, on voit que ces particules sphériques sont collées les unes avec les autres. Alors ici, la lumière, elle est un peu trafiquée dans un microscope, c'est-à-dire qu'elle a été polarisée et puis elle est analysée à la sortie de la roche. Mais vous voyez donc que cette roche est formée de l'accumulation de ces particules. Ce qu'on voit ici aussi, on en voit une plus en détail, elle n'est pas parfaitement sphérique. Et puis ici, on a une particule qui est vraiment sphérique. C'est vraiment l'image d'Épinal du chondre telle qu'on aimerait bien les voir. Dès qu'on a inventé le microscope optique, Sorby, il a mis une lame de météorite dans le microscope et il a dit « Ah, ce sont des petites gouttelettes de pluie ignées ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des liquides silicatés, des petits magmas, en fait des petites poches magmatiques, et si elles sont sphériques, c'est parce qu'elles sont dominées par les forces de tension superficielle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de gravité ou que la gravité était très faible dans cet endroit-là. Donc ce sont les forces de tension superficielle qui dominaient, et l'objet a cristallisé relativement lentement, parce qu'il faut du temps pour faire pousser des cristaux. Ici, la bille, elle fait à peu près 1 mm. Pour faire pousser des cristaux dont la taille est de l'ordre de la centaine de microns, il faut que l'objet ait refroidi à l'ordre de quelques, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quelques centaines de degrés par heure. Donc il est parti à une température, pour que ce soit fondu, pour que ce soit un magma, il est disons de l'ordre de 1500 degrés Celsius ou un petit peu plus, et il a refroidi sur une période de quelques heures, voire quelques jours, pour pouvoir cristalliser ces magmas. Le fait que un liquide dans des conditions de microgravité prenne la forme d'une sphère, c'est connu depuis très longtemps, avant même qu'on soit allé dans l'espace, ça avait été prédit, et donc Hergé, dans sa fusée lunaire, quand on a coupé la gravité, avait déjà vu le capitaine Haddock là en train de courir après son whisky. Ça a été refait par des astronautes. On voit ici, c'est son jus d'orange en fait qui est sorti du petit tube ici, c'est pas la lumière sur son casque. Au lieu de le boire, il l'a laissé s'échapper et son jus d'orange s'est mis en boule.
Alors ces condres, ils sont très abondants, ils sont caractéristiques de ces météorites primitives, donc on aimerait bien savoir comment ils sont formés. Ça fait donc à peu près 200 ans qu'on les a découverts, ça fait 200 ans qu'on les a étudiés, on ne manque pas d'idées, c'est ce qui est représenté ici. On a ici le Soleil en formation, on a ici le disque protoplanétaire qui est vu en tranche, hein. On a un espace ici où il n'y a pas grand-chose, et puis on s'éloigne ici en distance, et le disque s'élargit un petit peu, on va revoir d'autres images comme ça. Et ça, c'est le résultat d'un congrès sur les condres qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, et c'était une synthèse de toutes les hypothèses qui étaient proposées pour l'origine des condres, c'est-à-dire comment chauffer, porter des petites agrégats de silicates à des températures de l'ordre de 2000 degrés pour les faire fondre. Alors lui, c'est des collisions entre planètes, lui, c'est lié à l'irradiation par le Soleil. Le but du jeu, c'est pas de retenir toutes ces hypothèses. Moi, ce que je trouve c'est intéressant, c'est deux choses. Un, on manque pas d'imagination dans notre communauté. Deux, on n'y comprend rien, donc on a beaucoup d'hypothèses, mais pour le moment on ne sait toujours pas, et c'est seulement en étudiant ces objets qu'on finira par comprendre. On a de plus en plus de renseignements sur ces objets, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, néanmoins on n'est toujours pas capable de savoir comment ils sont formés, pourtant ça veut dire qu'il y avait des événements de haute température qui se produisaient, et ça on le sait, de manière répétitive, on pourra parler de comment on sait ça après si vous voulez, mais on sait qu'il y avait des événements répétitifs, des élévations de température comme des orages ou des collisions qui se produisaient dans le disque protoplanétaire qui entraînait la formation de ces condres. Cette formation les condres, il y en a dans toutes les météorites primitives et il est possible que des planètes comme la Terre aient été formées au départ comme des chondrites. On ne sait pas, mais c'est une possibilité. Les condres ne sont pas les seuls objets qui sont mystérieux dans les chondrites. Donc on voit ici cette roche, c'est une magnifique tranche polie d'une roche. Alors on voit les condres qui sont accumulés les uns avec les autres. Et puis on voit ici des espèces de machins blanchâtres qui n'ont pas une forme sphérique, qui ont des formes assez irrégulières. Ces objets, on les a découverts en 1968 et on a commencé vraiment à travailler dessus très sérieusement en 1969, à un moment où on avait préparé tout un tas de machines très sophistiquées pour étudier les premiers échantillons lunaires. Et ça nous a permis de dater ces objets et de s'apercevoir qu'ils avaient 467 milliards d'années. Et ces objets qu'on appelle réfractaires, c'est-à-dire on emploie dans notre discipline le nom de réfractaire dans le sens complètement inverse de volatile. Donc ces objets qui sont faits des éléments les moins volatiles, on pense que ce sont les premiers condensats qui sont formés dans le disque protoplanétaire. Et c'est donc sur eux, ce sont les objets les plus anciens formés dans le système solaire qu'on connaisse, c'est sur eux qu'on date le système solaire. Donc quand on vous parle de l'âge du système solaire, c'est directement ces objets-là dont l'âge qu'on raffine de plus en plus, mais maintenant il évolue plus par rapport à ce nombre-là. On en est à plus ou moins 200 000 ans sur quelque chose qui se produit il y a 4,5 milliards d'années. Ça revient à envoyer une balle avec une précision de l'ordre du mètre à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc c'est vraiment d'une précision absolument diabolique les mesures qu'on est capable de faire maintenant en utilisant la spectrométrie de masse. Donc deuxième type de renseignement vraiment important, c'est sur l'histoire du système solaire, nous est apporté par ces inclusions réfractaires. Une autre météorite dans laquelle on retrouve toujours des condres, des inclusions réfractaires, ces inclusions blanches. Et puis vous voyez qu'en fait, la densité de ces objets est moins grande. Il y a beaucoup de poussière sombre ici qui est interstitielle entre ces condres et ces inclusions réfractaires. En première approximation, évidemment, c'est très simple de le dire, mais en tout cas, ça aide à comprendre. On peut penser que cette poussière très fine noire, dont la taille et la granulométrie est à peu près micrométrique, c'est tout simplement la poussière du disque qui est accumulée. Dans cette matrice fine, on appelle ça la matrice, c'est là qu'on va retrouver des éléments plus anciens que le Soleil. Je vous ai expliqué tout à l'heure, quand le disque protoplanétaire s'est formé, il a intégré un matériau très fin, des grains qui avaient été synthétisés au voisinage d'étoiles. C'est dans cette poussière fine qu'on va les retrouver. Ici, on a un grain donc, dont la taille est à peu près micrométrique, qui a été extrait de la matrice d'une chondrite carbonée, et ce grain, lui, il a été formé au voisinage d'une étoile, et en plus, il a des compositions isotopique, donc ça fait référence aux propriétés nucléaires, lui et puis les autres grains comme ça qui permettent de dire au voisinage de quel type d'étoile ils ont été formés. Ces grains, ils ont été découverts en 1987. Depuis, il y a toute une discipline qui s'est développée, qui compare les prédictions physiques
de la nucléosynthèse, de l'astrophysique nucléaire, de la nucléosynthèse dans les étoiles, avec les abondances relatives des noyaux qu'on trouve dans ces grains-là. Il y a toute une zoologie de ces grains. On en a qui ont été formés au voisinage de supernovae, d'autres au voisinage d'étoiles géantes rouges. Ce sont les objets les plus anciens auxquels nous ayons accès. Ce sont des petits grains. Les météorites elles-mêmes ont toutes été formées dans le système solaire. Elles ont toutes un âge qui est inférieur ou égal à 4,567 milliards d'années. Ces objets-là sont plus anciens et viennent de plus loin. Et c'est un héritage qu'on a fait. Dans la matrice des chondrites, on trouve non seulement ces grains, mais on trouve aussi des composés organiques. On trouve des composés organiques qui ont et en particulier dedans des acides aminés. Alors vous savez tous que les acides aminés, ce sont les briques du vivant, parce que c'est ça qui sert à construire les protéines. Donc évidemment, la grosse question, c'est ces acides aminés qu'on trouve dans la matière organique des météorites, est-ce que ce sont eux qui sont à l'origine de la vie ? On ne sait pas forcément bien où est-ce qu'ils ont été formés. Est-ce qu'ils ont été formés dans le disque protoplanétaire ? Je pense qu'il y en a une partie au moins qui ont été formés dans le milieu interstellaire. D'ailleurs, on les voit par spectroscopie. On voit que certaines de ces molécules complexes sont présentes dans le milieu interstellaire, au voisinage de grains solides et de glace. Donc évidemment, une grosse question qu'on pose, savoir si la vie a été apportée sur la Terre par les météorites. Je pense que Pierre, ce soir, dans son exposé, reviendra peut-être là-dessus. Je vais juste donner 2-3 informations rapides. D'abord, ces acides aminés, on en trouve à peu près 70 dans les météorites, alors qu'il y en a une vingtaine seulement dans les molécules du vivant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez que certains acides aminés ont des propriétés, des molécules qui sont différentes. Ils ont deux formes qui sont symétriques comme celles de deux mains. Et on sait les identifier, c'est-à-dire que si on voit une main gauche ou une main droite, on est capable de dire s'il s'agit d'une main gauche ou une main droite. De la même manière, ces formes moléculaires, on est capable de dire si elles sont gauches. D, c'est pour droit. Attendez que je ne dise pas de bêtises. D, dextrogir. Ah oui, c'est parce que ça fait tourner à droite. Et lévogir, c'est parce que ça fait tourner le plan de polarisation de la lumière à gauche. Donc on peut savoir facilement si on a une molécule gauche ou une molécule droite. Dans la vie, toutes les molécules, alors dans la vie, dans les acides aminés, toutes les molécules ont cette propriété-là d'être gauche. Dans la vie, il n'y a pas de molécule droite. Dans les molécules organiques qu'on trouve dans les météorites, dans les acides aminés, non seulement on en a beaucoup plus que ceux qui sont impliqués dans la vie, mais en plus c'est un mélange à peu près égal entre des molécules droites et des molécules gauches. Donc ça nous dit vraiment que ces molécules ne sont pas issues d'une vie, en tout cas pas d'une vie qui ressemble à celle qu'on connaît. Ça laisse à penser que la vie n'a pas été apportée telle que dans les météorites. Cela dit, je vous ai montré tout à l'heure l'espèce d'énorme impact qui avait engendré la formation de la Lune. Lors de cet impact, il est probable que la surface de la Terre a été fondue sur à peu près 1000 km de profondeur. S'il y avait des molécules organiques à la surface de la Terre à ce moment-là, elles ont été forcément détruites. Et donc, s'il y a eu des molécules organiques qui ont permis de fabriquer la vie après, c'est probablement qu'elles ont été apportées par ces météorites. Donc, il y a quand même un lien entre l'origine de la vie et les météorites. Il est juste moins direct que l'hypothèse panspermie qu'il y a eu il y a un certain nombre d'années. Voilà, donc en synthèse sur les chondrites, ici je vous ai fait un petit schéma de ce à quoi pouvait ressembler le disque protoplanétaire. Alors c'est une interprétation toute personnelle, simplement ça permet d'aider à comprendre et de se fixer les idées. Ici on a donc le Soleil, ici on a le disque protoplanétaire vu en tranches, plus évasé vers l'extérieur. On a une zone où tout était vaporisé au moment où le Soleil s'est formé, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et puis une zone externe où probablement tout a été préservé, les poussières, les gaz. Et c'est là que les grains présolaires ont été probablement préservés. Et puis aussi les matériaux organiques. Et puis il y a les zones intermédiaires. Les inclusions réfractaires sont les premiers objets qui se sont condensés dans cette région qui avait été entièrement vaporisée. Donc c'est pour ça qu'elle nous donne l'âge du système solaire. Et puis ici, Here be dragons, c'est une expression, c'est ce qui se passe au-delà sur les cartes anciennes, en anglais. C'est là-bas, c'était les dragons, on ne sait pas ce qui se passait. Là, c'est le milieu interstellaire, on sort du système solaire. Mais là, on a un matériau qui est probablement pas très différent. Et puis dans les chondrites, on trouve un mélange entre ces objets qui ont
pratiquement probablement pas été affectés, qui sont au-delà de la ligne de glace, c'est-à-dire à partir de là, les glaces d'eau étaient condensées. Cette ligne, évidemment, elle s'est déplacée au cours de l'âge du système solaire, au fur et à mesure qu'il se refroidissait, mais ce n'est pas important. Ici, donc, on a une région où les objets étaient peu, enfin, la poussière et le gaz étaient peu affectés. Ici, on a une région où tout est formé des nouveaux. Ici, probablement une région, c'est là où se seraient formés les condres, où on a un mélange de matériaux hérités et de matériaux qui ont été néoformés dans le Soleil. Et donc dans les chondrites, on a ce mélange entre cette poussière qui forme la matrice, dans laquelle on trouve les grains présolaires et la matière organique, donc qui va vraiment nous renseigner sur le matériau qui a servi à former le Soleil. Et puis ici, on a des objets formés dans le système solaire qui nous renseignent vraiment sur les premiers instants du système solaire. Voilà, donc les chondrites, les météorites primitives nous renseignent vraiment sur la genèse du système solaire. Et avant de quitter les chondrites et d'aborder le cas des météorites différenciées, je pourrais dire un petit mot d'une météorite primitive également, qui est tombée, alors là pour le coup il y a 100 ans, à Saint-Sauveur en 1914. Cette météorite, elle a des particuliers propriétés. Ce genre d'objet est assez rare. C'était la première chute observée de cette variété de chondrites. Elle est extrêmement réduite, c'est-à-dire qu'elle a très très peu d'oxygène. Elle manque d'oxygène par rapport à tous les autres objets. Ses propriétés nucléaires font qu'on la compare aux matériaux qui ont servi à former la Terre. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais vous savez qu'on ne connaissait pas bien de quoi est formée la Terre à l'intérieur, parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur de la Terre. On n'a accès à l'intérieur de la Terre que de manière complètement indirecte, par exemple par les ondes sismiques. Donc on connaît très bien la densité en fonction de la profondeur de la Terre, mais quelle est la composition chimique exacte du matériau qui se trouve au centre de la Terre? On a du mal à le dire, et une manière de s'en tirer, c'est de dire que la Terre elle a la même composition qu'un certain groupe de météorites ou qu'un certain ensemble de météorites. Et à partir du moment où on sait ce qu'il y a en surface et juste en dessous de la surface, on peut peut-être reconstituer ce qu'il y a à l'intérieur du noyau. Les météorites de la famille de Saint-Sauveur sont celles, en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que ce sont celles-là qui sont à l'origine de la Terre et qui nous renseignent sur la composition chimique globale de la Terre. Donc, des objets qui nous renseignent vraiment sur la composition des planètes et sur la manière dont elles ont pu se former et dont le disque protoplanétaire a pu se former. Mais à côté de ces chondrites qu'on a vus, il y a des objets qui ont des aspects complètement différents. Et en particulier, je vous ai dit qu'il y avait des grains de métal dans les chondrites, mais ici on a des objets qui sont faits entièrement en fer. Ici on a un objet qui a une forme naturelle, qui est arrivé sous cette forme-là, et puis là il y a juste une surface qui est sciée, qui est brillante en fait, c'est juste une surface sciée et polie, où on voit que tout cet objet est constitué de fer et de nickel. On a ici une tranche d'un autre objet, là c'est une chute observée, celui-là, où il y a une croûte de fusion qui est assez peu visible sur ce type d'objet, et puis on a ici, ici on a un nodule de sulfure. Alors comment se fait-il qu'on puisse avoir des objets qui sont entièrement constitués de métal, alors que le matériau dominant en fait, dans les chondrites, on a vu, c'est quand même essentiellement des silicates. Je vous ai parlé de brèche, je vous ai montré tout à l'heure le cratère de Vredefort. Ici, on a une brèche qui a été formée à la surface d'un astéroïde, et vous voyez, tout le métal dans l'impact a été injecté entre les fragments de roche, sous l'effet de l'impact. Exactement, c'est la même chose que le cratère de Vredefort, mais produit à la surface d'un astéroïde qui contenait des grains de métal. Le métal a fondu, il fond plus facilement que les silicates et de température un peu plus basse. Il a été injecté entre les silicates. Donc ça, c'est une manière de séparer le métal des silicates et de faire partir le métal éventuellement au centre de la planète, puisqu'il va être plus dense. Dans la réalité, la source principale d'énergie qui a séparé le métal et les silicates est plutôt liée au volcanisme. Vous savez que l'intérieur de la Terre est chaud, que sur la Terre, il y a encore des phénomènes volcaniques, et que la Terre a une structure avec un noyau métallique, une croûte superficielle et puis un manteau résiduel. Quelle est l'histoire de la Terre? C'est que la Terre a été chauffée peu après sa formation. Je vous ai dit qu'elle avait été formée
à partir du nuage de gaz et de poussière qui était hérité par le milieu, du milieu interstellaire. Dans ce nuage, il y avait non seulement des grains, il y avait non seulement des matériaux organiques, mais il y avait aussi des éléments radioactifs qui avaient été synthétisés dans des étoiles fraîchement et qui étaient extrêmement instables et qui sont mis à décroître. Et comme la Terre, c'est une planète extrêmement massive, eh ben, elle a chauffé à l'intérieur, elle ne dégage pas facilement son énergie, et en chauffant, ben, le liquide métallique va être beaucoup plus dense que le liquide silicaté, va avoir tendance à se ségréguer au centre, tandis que les liquides basaltiques plus légers vont avoir tendance à s'épancher en surface. C'est comme ça que la Terre s'est différenciée, et toutes ces météorites métalliques qu'on retrouve, ce sont des fragments de noyaux de planètes qui ont été cassés lors d'impact. Dans les chondrites, on a des objets qui soit étaient tellement petits qu'ils se sont refroidis très très efficacement, ou qui sont formés très tard, à un moment où les éléments radioactifs les plus instables avaient déjà décru, et donc ils ont été moins chauffés. Donc eux ont préservé la composition chimique globale du matériau de départ, sont elles qui ont les grains de métal à l'intérieur, tandis que sur la Terre, le métal il est parti au centre. Ce phénomène de l'épanchement en surface des minéraux les plus légers se produit encore, c'est le volcanisme, et il s'est produit aussi sur certains astéroïdes bien sûr. C'est comme ça qu'on retrouve des brèches de surface dont la composition est basaltique. La composition de cet objet-là est à peu près la même que celle d'un basalte sur la Terre. On retrouve aussi, on a la chance de retrouver des objets qui schématiquement correspondent à cette limite entre le noyau métallique et le manteau d'un astéroïde, qui sont absolument spectaculaires, sont ce qu'on appelle les palasites. Vous voyez les cristaux d'olivine, hein, les cristaux verts, qui correspondent au minéral qui serait dominant dans le manteau de la Terre, dont on peut penser qu'il est dominant dans le manteau de la Terre ou dans le manteau d'un astéroïde. Et puis là, on a le métal interstitiel qui est le métal du noyau. Et là, ici, on aurait un objet qui est la limite. Donc juste une petite synthèse là-dessus. Je vous ai montré tout à l'heure la composition de la météorite d'Orgueil comparée à celle du Soleil. Donc on a montré que c'était à peu près équivalent, à la part les éléments volatiles. Si on prend un basalte de la surface de la Terre ou un basalte qui vient d'un astéroïde, vous voyez qu'il est appauvri un petit peu en fer par rapport au silicium, mais surtout appauvri en soufre, appauvri en nickel, appauvri en cobalt. Ce sont tous les éléments qui ont une affinité pour le fer, qui se sont retrouvés entraînés avec le liquide métallique dans les profondeurs. Je vous signale aussi l'or et l'iridium. Sur Terre, il y en a très peu. C'est parce qu'ils ont été entraînés au centre de la Terre. C'est pour ça qu'ils sont précieux. C'est parce qu'il y en a très peu à la surface de la Terre. Voilà, donc en synthèse, on a donc deux grandes catégories de météorites. Celles qui viennent de planètes qui ont fondu, et puis celles qui viennent d'astéroïdes primitifs qu'on va appeler les chondrites. Ces objets-là donc nous renseignent sur les premiers instants de la formation du système solaire. Ceux-là vont être une source d'autres informations, en particulier sur ce qu'il y a à l'intérieur des planètes et sur comment les planètes ont évolué à l'intérieur. L'inconvénient des objets qui viennent de là, c'est comme les roches de la Terre, comme ils ont fondu, les roches de la Terre ne peuvent plus nous dire quelle est la composition globale de la Terre, on en a parlé tout à l'heure. Ils ne peuvent pas nous dire non plus quelle était la structure des roches qui ont servi à former la Terre, en particulier est-ce que la Terre a été formée par une chondrite au départ. Ça, on est incapable de le dire puisque tout a fondu. Et bien entendu, c'est à partir des chondrites qu'on date le système solaire, ce n'est pas à partir des roches terrestres. Parmi les météorites différenciées, donc ce sont quand même des sources d'infos sur les astéroïdes évolués. Chaque météorite qui a une composition différente, ça va être finalement une fenêtre sur un petit corps ou un gros corps du système solaire sur lequel on va avoir des renseignements qu'on ne peut pas avoir autrement. Parmi elles, j'en ai choisi une parce qu'elle est particulièrement intéressante. Cette météorite qui a été trouvée au Sahara, elle s'appelle Northwest Africa 7533. On reviendra après sur les dénominations si ça vous intéresse. Elle nous a été donnée par un marchand de météorites il y a exactement 2 ans, hein, en juin 2012. À ce moment-là, on ne savait pas exactement ce que c'était. Et en août 2012, pendant le festival ici, vous savez que le rover Curiosity s'est posé sur la Terre. Il se trouve que cette météorite, s'est posée sur Mars. Ça, c'est la fourche calanguée, je suis au courant quand même. Hein. Il se trouve que cette météorite, c'est la première fois qu'on a un échantillon des terrains que voit le rover.
Jusqu'ici, on avait des roches qui s'étaient toutes mises, martiennes, on avait une petite centaine, elles s'étaient toutes mises en profondeur, en place, en profondeur dans la croûte de Mars. Elles avaient toutes des compositions très spécifiques, mais qui ne correspondent pas à la composition chimique de ce que voient les rovers ou les véhicules en orbite autour de Mars. Pour la première fois ici, on a une roche qui est une brèche de surface, c'est un régolithe compacté exactement de la même manière que ce que je vous montrais tout à l'heure, et sa composition chimique est tout à fait identique à ce que voit Curiosity. Alors là, il s'est passé une espèce de course avec les collègues de Curiosity, parce qu'on se parlait un peu dans le creux de l'oreille, parce que les nouvelles nous arrivaient un tout petit peu tôt, hein, ils n'avaient pas le droit de les diffuser, mais quand elles commençaient à être publiques, on le savait tout de suite par eux. Alors ils nous disaient, vous savez, dans notre caillou, nous, on a des phosphates. Ah bah oui, nous aussi, on a des phosphates dans notre roche. Ah mais nous, sur Mars, on a des feldspaths. Ah oui, nous aussi, on a des feldspaths potassiques. Bah nous, on a des sphères. Ah bah oui, nous aussi, on a des sphères. Il y a eu tout un automne où, en fait, on était dans l'excitation complète. Le rover, lui, il sait où il est, il fait de la géologie in situ, il a beaucoup d'avantages, il sait exactement ce qu'il fait, mais nous, on a un échantillon au laboratoire qu'on peut désosser, qu'on peut mettre dans des machines, qu'on peut scier, qu'on peut polir, qu'on peut mettre dans des accélérateurs. On peut faire des datations très précises, et par exemple, sur cette roche ici, on a daté des zircons. Ce sont des minéraux extrêmement résistants qui ont été formés il y a 4,42 milliards d'années, qui sont même un petit peu plus vieux que les plus vieux des zircons terrestres qu'on connaît. Donc on sait grâce à ça que la croûte de Mars était déjà en passe. Pire, ces zircons, ils sont poussés dans des unités, pas celle-ci, mais dans des unités de ce type-là. À l'intérieur de ces unités, on voit qu'il y a une contamination par du nickel qui ne devrait pas être là. Donc il y avait déjà eu un bombardement par des chondrites à la surface de Mars. Donc on peut dire que déjà il y a 4,42 milliards d'années, la surface de Mars était déjà contaminée par une quantité importante de matériaux chondritiques. Donc grâce à cette roche-là, on peut reconstituer plein de choses sur qu'est-ce qui se passe à la surface de Mars. L'idéal, c'est le jour où Curiosity, Mars 2020, nous rapportera évidemment des échantillons qui ressemblera sûrement à ça, mais avec le gros avantage qu'on saura exactement d'où ils viennent. Voilà. Donc les météorites différenciées nous renseignent sur les planètes, sur ce qu'il peut y avoir éventuellement à l'intérieur des planètes quand elles ont été cassées, et sur la Terre. Dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est pourquoi rechercher les météorites. Vous savez qu'ici, on a organisé une battue de recherche sur les terrains de météorites. Pourquoi on s'intéresse à ces objets-là? Je pense que je vous l'ai expliqué. Ici, on compare une carte de France où on voit les chutes qui ont été observées au 19e siècle. 45 météorites ont été trouvées en France après que leur chute ait été observée au 19e siècle. Seulement 9, c'est-à-dire 5 fois moins au 20e siècle. Vous vous doutez bien que ce n'est pas parce qu'il en tombe moins. Il en tombe le même nombre. Et même si vous regardez la carte du 19e siècle, elles ne sont pas réparties n'importe comment. Il n'y en a pas dans le Massif central, il n'y en a pas dans les Ardennes. Pourquoi ? C'est simplement parce que pour trouver une météorite, en fait, il faut la voir tomber. Les chances sont multipliées, sont beaucoup plus grandes de les voir quand on les a vues tomber. Et ici, on a des plaines où la vue est relativement dégagée. Et là, c'est habité. Dans le Massif central, il n'y a pas grand monde. Dans les Ardennes, je pense que c'est un problème que la vue n'est pas suffisamment dégagée. Donc ce sont dans ces plaines ici, qui sont très habitées, où il y a des ciels dégagés, qu'on a vu tomber les météorites et qu'on est allé les ramasser. Au XXe siècle, les gens vivaient déjà beaucoup moins dehors, la population était beaucoup moins rurale, il y a les écrans de télévision, d'ordinateur maintenant, les gens ne sont plus dehors. Or, pour retrouver une météorite au sol, il faut la voir tomber. D'où l'idée de remplacer les yeux humains par des caméras, plus maintenant la technologie permet de le faire, donc des petites caméras, ce qu'on appelle fisheye, c'est-à-dire qui regardent le ciel sur toute sa surface et qui vont voir passer les bolides, et on va en mettre un certain nombre, une centaine très précisément, et puis avec un peu de chance, celles-ci vont voir passer là on voit un météore qui a explosé, hein. C'est le même type de photo que ce qu'on voyait dans les films. Celle-ci est une caméra de test qui est déjà en place à l'Observatoire de Paris. Ici, il y en a une qui est au pic du Midi. Il va y avoir une centaine de ces caméras réparties un petit peu partout en France. Alors ici, c'est une carte de travail. J'ai oublié de récupérer la carte actuelle. Ce sont tous les points où il va y avoir des stations. En France, il va y en avoir une d'ailleurs prochainement à la ferme des Étoiles. Grâce à ce réseau, en fait, on espère pouvoir reconstituer les trajectoires de beaucoup d'objets, y compris même ceux qui ne tomberont pas au sol. Hein. Parce que, à l'heure actuelle, grâce à des réseaux de caméras qui sont beaucoup moins denses, qui sont répartis en particulier en Europe, on a reconstitué les chutes les trajectoires d'à peu près 17 objets.
Et on voit d'ailleurs que la plupart d'entre elles passent par la ceinture des astéroïdes. Nous, on va avoir un réseau beaucoup plus dense qui va être couplé avec de la radio, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne définition du demi-grand axe de l'ellipse, parce que grâce à l'effet Doppler, on va pouvoir mesurer la vitesse des objets. Et donc, ça va nous permettre de voir cette trajectoire très précisément entre 100 km d'altitude et 20 km d'altitude, et après de l'extrapoler. On va l'extrapoler vers l'arrière pour voir d'où viennent les objets, donc reconstituer ces trajectoires. Et ça va nous permettre de savoir combien d'objets tombent réellement en France, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment combien il en tombe chaque année. Les estimations varient entre 5 et 25 suivant les papiers qu'on regarde. Là, on va savoir exactement. On va savoir s'il y a des objets qui ont des trajectoires cométaires. On va savoir si au moment où la Terre traverse un icin cométaire, il y a effectivement des gros objets qui tombent. On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc même si on ne retrouve pas les objets, il y aura de la science qui va être faite. C'est pour cette raison que l'Agence nationale pour la recherche nous a financé pour installer cette centaine de caméras. Mais une fois qu'on aura reconstitué la trajectoire de l'objet et qu'on sait d'où il vient, on va aussi évidemment voir si on peut savoir où il est tombé, et à ce moment-là, essayer de reconstituer l'endroit où il est tombé au sol et aller les chercher sur le terrain. Pour ceux qui ont suivi les activités là, vous savez que les objets se répartissent sur ce qu'on appelle une ellipse de chute, qui est le long de la trajectoire, avec les gros bouts vers l'avant, les petits bouts vers l'arrière. Cette ellipse de chute peut faire à peu près entre 10 et même 30 km de long, 1 à 2 km de large. S'il faut chercher des endroits comme ça qui sont aussi étendus, il est clair qu'on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de Dieu, on va avoir besoin d'organisation, on va avoir besoin de la presse. C'est pour cette raison qu'on a mis en place ce programme Vigiciel pour former les gens à venir avec nous chercher sur le terrain, pour faire ce qu'on appelle de la science participative, de la science participative pratique. Et ici, aujourd'hui même, à Florence, c'était la première battue de répétition, parce qu'on n'a pas d'expérience encore sur ce sujet-là. On a besoin de savoir combien de temps ça prend pour parcourir un terrain, quelle surface on couvre, combien d'objets on trouve. Donc c'était la première simulation. À partir de ça, on va apprendre et puis évidemment, on va essayer de s'améliorer. Voilà, dernière chose, si vous voulez en savoir plus sur les météorites, je vous invite à regarder ces magazines qui sont en vente ici à la boutique, qui ont été faits par des gens qui sont dans la salle, pour la plupart des gens qui sont dans la salle ont contribué, on va plutôt le dire comme ça. Ce sont des ouvrages de vulgarisation avec quand même il y a des articles très simples, il y a des articles d'un niveau un petit peu plus élevé, parce qu'on n'a pas les moyens de faire 50 livres. On a aussi essayé d'être exhaustif, mais toutes les infos évidemment que je vous ai présentées ici vont être retrouvées. Le dernier ici, il a été fait à l'occasion de ces anniversaires, la météorite d'Orgueil dont je vous ai parlé en 1864, la météorite de Saint-Sauveur en 1914, c'est assez étonnant, à 50 ans d'intervalle, on a 4 météorites qui sont tombées dans la région, ici, la météorite d'Agen, 1814, la météorite d'Orgueil, 1864, la météorite de Saint-Sauveur 1914, la météorite de Granès en 1964. Alors après, je ferai venir mes collègues qui ont participé au marathon, parce que je voudrais qu'ils nous expliquent quelle est la probabilité d'avoir 4 objets tous les 50 ans là, espacés comme ça le long d'une droite. En tout cas, moi je fais une prédiction, c'est que 2014, elle va tomber dans la Méditerranée ou en Espagne. Voilà, dernière chose pour en savoir plus, je vous ai parlé des ellipses de chute, de la répartition des objets au sol. Ici, on a toute l'ellipse de chute de la météorite de Tafasasset. Il doit y avoir 90% des objets qui ont été retrouvés, qui sont rassemblés ici, avec toujours le même problème de représentation. Ces objets ont été trouvés sur à peu près 10-15 km de distance. Ils sont tous rassemblés ici. Ça, c'est extraordinaire. Vous ne verrez jamais ça. Et c'est ici, à Florence. C'est présenté au Moulin du Roi. La plus grosse de cette pierre fait 30 kg. Les plus petites font quelques dizaines de grammes, même pas, une dizaine de grammes probablement. Elles sont toutes rassemblées ici dans une vitrine. C'est vraiment l'occasion unique de la voir. Donc je vous invite à aller au Moulin du Roi. De toute façon, on vous invite à y venir avec nous, il y aura, pour faire des visites commentées. En particulier, on fera, avant le prochain café scientifique demain de 4h30 à 5h, et puis s'il y a d'autres demandes, les jours qui suivront, on sera dans l'expo, parce qu'il y a aussi une expo qui a été faite à l'occasion de ces anniversaires, donc vous pouvez voir ça. Et puis demain, vous savez peut-être que la sonde Rosetta va
je vais employer le terme entre guillemets, se mettre en orbite, s'approcher au plus proche, essayer de commencer à suivre de très près la comète Churyumov-Gerasimenko. Et c'est vraiment le moment de l'approche le plus près, c'est demain matin à 11h. Et l'ESA fait une grande retransmission. Donc il y aura autour de la météorite de Tafasa 7, dans la salle, la possibilité de suivre l'événement avec l'un d'entre nous qui fera les commentaires. Je voudrais demander à Jean-Pierre Le Breton, je n'ai pas eu le temps de le voir pour lui demander s'il serait prêt à le faire, mais si Jean-Pierre n'est pas disponible, ce sera l'un d'entre nous. Vous pourrez suivre cet événement en direct, donc je vous invite à essayer de suivre ça parce que ça va être quand même quelque chose. Merci.